Vincent Liétard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de cette fameuse brique de terre comprimée. Mais avant tout ça, rappelez-nous comment on fabrique cette brique. Parce qu'on en parle, mais je crois qu'il y a plein de gens, comme moi d'ailleurs, on ne sait pas bien comment ça se fabrique cette brique. Alors la brique se fabrique avec la terre mahoraise. C'est une ressource, on peut le dire, à l'échelle de nos besoins, qui est sans limite. C'est ce qui a fait une partie du choix. Il faut dire que quand elle a été mise en place à Mayotte dans les années 80 et peut-être un peu avant, la construction se faisait essentiellement soit en végétal, soit en torchis, soit en sable de mer. Pour le développement des grands programmes aidés par l'État, il s'agissait de passer un type de production un peu plus industrielle, entre guillemets. Et la terre a été décelée, détectée et identifiée comme un matériau, une ressource très intéressante pour la construction. Et on a été aidé en cela dès le début par le groupe Cratère, qui est un centre scientifique spécialisé qui est basé à Grenoble. Et donc les premières briques ont été faites évidemment, comme on l'a fait souvent à Mayotte, par des tests. On mélange... la terre mahoraise est très argileuse, c'est cette terre rouge qu'on connaît tous, qu'on voit sur les bas-côtés de la route quand on longe un talus, ou qu'on voit dans les maisons en torchis quand on en voit encore. Et cette terre-là, elle est très argileuse et il faut souvent lui ajouter un peu de sable. Alors le sable utilisé, c'est le sable volcanique, évidemment pas le sable de mer, mais ce qu'on appelle la pouzzolane de manière un peu facile à Mayotte. Le sable c'est le basalte qui s'est dégradé, qui s'est transformé en sable. À Hamaha, par exemple, cette terre grise, ce sable gris, c'est de la pouzzolane. Voilà, donc on mélange de l'argile et du sable. On ajoute un tout petit peu de ciment parce qu'effectivement, on pourrait s'en passer en termes de solidité. Mais dans un pays tropical où il pleut beaucoup, il y a pas mal d'humidité. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. Bon, il faut donner une stabilité à la brique face à l'humidité. Et le ciment est là pour ça. Donc au total, beaucoup de terre, un peu de sable, très peu de ciment, et on comprime ça, comme vous l'avez dit, la brique de terre comprimée, et on ne la cuit surtout pas, c'est cru, c'est un grand facteur d'économie. On la comprime avec des petites machines, enfin jusqu'ici, il y a toute une gamme de machines qui sont beaucoup développées, parce qu'on pourra parler de la terre ailleurs qu'à Mayotte, mais à Mayotte, ça a été le plus souvent réalisé avec des petites machines manuelles. Donc, il faut 4 personnes, une machine, et on fabrique 400 à 500 briques par jour avec une machine comme ça. Alors, depuis 40 ans, la CIM a construit les premiers bâtiments avec cette brique. Il y a eu une période un peu de pause parce que vous avez eu besoin d'obtenir des labellisations de ce matériau pour pouvoir apporter toutes les garanties de stabilité avec le temps dans les constructions. Vous les avez obtenues. Aujourd'hui, les constructions à partir de cette brique sont reparties à Mayotte ? Alors oui, on a commencé à... Enfin, les difficultés liées à la réglementation, on va appeler ça une difficulté, mais aujourd'hui ça va nous servir. Ces difficultés, on les a ressenties à la fin des années 2000. On ne parle pas d'une démarche de 2-3 ans. Ça fait plus 25 ans bientôt qu'on travaille sur cette labellisation, cette normalisation de la brique de terre. On a commencé précisément en 1997, pour vous dire les choses. Et oui, ça fait 25 ans. Et c'est un travail qui a accompagné la production jusqu'en 2005-2008. Il y a une production assez large en briques. Il faut savoir qu'on a fabriqué, si je m'associe encore à la CIM, on a fabriqué plus de 10 000 logements en terre, enfin en briques de terre, aujourd'hui à Mayotte. Qui existe toujours. Oui, alors quand on me demande si ça a une garantie décennale, si ça a besoin de réglementation, à vrai dire, il suffit de regarder autour de nous. Peut-être que vous habitez dans une maison en briques. En tout cas, moi, la mienne, dont je suis locataire, elle existe depuis 1983. Et elle est faite avec en briques de terre. Elle a même des voûtes en briques et elle existe toujours aujourd'hui. J'en sors pour venir vous retrouver. Donc, le temps de pause dont vous avez parlé, il est à la fois celui, effectivement, qui était lié à un travail de fond sur la réglementation de la brique, parce qu'on n'avait pas de normes, sinon l'autocontrôle, sinon nos propres références qualité. On avait une équipe qualité à la CIM qui encadrait la production et la mise en œuvre. À un moment donné, on s'adresse à des maîtres d'ouvrage qui peuvent être le rectorat aujourd'hui, qui peuvent être tout un ensemble de maîtres d'ouvrage publics ou privés,
ou la CIM d'aujourd'hui, ou le nouvel opérateur, Alma, qui vient de se créer, s'ils doivent réaliser ou construire en briques, avec des cahiers des charges adaptés, mais ils ont besoin de références. Tout le monde professionnel d'aujourd'hui ne peut pas travailler dans le vide. Et donc nous avons travaillé, donc, je le disais, depuis 25 ans, et ces dernières années, depuis 3 ans, on a mis l'objectif sur une règle professionnelle et qui a été obtenue il y a quelques jours. C'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Quelques jours, ce qui solde donc 25 ans de travail, 3 ans sur cette mise au point d'un document. Ça va ressembler à quelque chose comme ça, je vous fais grâce des pages, mais il y a beaucoup de techniques, c'est toute la mise en œuvre. Et ça va permettre à tous les professionnels, architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, de pouvoir faire assurer leur bâtiment en toute connaissance de cause. Il y aura pas Et comment s'appelle ce label, Vincent ? Une règle professionnelle. On pourrait aller plus loin vers un document technique unifié, mais là, il faut encore une génération de travail. Et donc, cette règle professionnelle, ça permet à celles et ceux qui vont construire leur maison, leur bâtiment en briques, de pouvoir disposer d'une assurance, comme n'importe qui. Ça offre... En fait, c'est le Graal pour dire notre brique, elle est aussi top qu'un parpaing. C'est ça. Enfin, aussi top qu'un parpaing, bien sûr. Elle a d'ailleurs des qualités assez proches en termes de résistance. On peut poser... Est-ce que c'est solide, la brique ? Sachez que sur une brique de terre qu'on voit derrière nous, on peut mettre un camion de 20 tonnes dessus, si on savait le poser sur une seule brique. Donc ça vous donne une idée de la résistance. Mais ce n'est pas le plus important. On a aujourd'hui, avec cette règle professionnelle, à la fois pour les professionnels eux-mêmes, la capacité d'être assurés sans surprime, parce que c'est quand il n'y a pas connaissance, il y a risque. Bien quand sûr. Il y a risque, il y a surprime. Et aujourd'hui, on a une norme qui est à la fois un espèce de passeport pour la construction, mais aussi, je voudrais juste souligner cela, c'est une norme mahoraise, un savoir-faire mahorais qui rentre dans les normes françaises. Et ça, je trouve ça très intéressant, pour ne pas dire très important. On contribue aujourd'hui au savoir-faire de la construction en France. En France et peut-être ailleurs, puisqu'on a déjà été contacté depuis des années par beaucoup de pays qui construisent en terre. Il faut savoir que la construction en terre, ce n'est pas que l'affaire de Mayotte. D'ailleurs, si vous regardez, si vous êtes un peu attentif, en tout cas appartenant à des réseaux qui construisent, la construction en terre, elle fait aujourd'hui partie de beaucoup de communications, beaucoup d'entreprises. Il y a récemment sur Paris, avec la réalisation des grands métros, là, des tonnes et des tonnes de terre qui sont évacuées. Et plutôt que les mettre à la déchetterie, il s'agirait en tout cas en partie, les réutiliser pour construire. Il y a un quartier complet qui va se construire en terre à Paris. Donc aujourd'hui, on est regardé avec beaucoup d'intérêt. Il y a 2 normes. Il y a une norme sur la mise en œuvre, celle dont on vient de parler à l'instant, la règle professionnelle. Il y a aussi une norme plus technique, c'est la fabrication de la brique. Et ça, vous l'avez depuis un certain temps. Oui, ça, on l'a depuis 2001. Elle vient d'être réécrite, et c'est ça qui est intéressant. Réécrite pour être, réadaptée aux besoins de 2022. Réécrite avec des professionnels de la France hexagonale, enfin des professionnels du BTP, Centre technique des tuiles et briques, ont participé avec nous à la réécriture de la norme pour se l'approprier eux aussi. Alors, il y a un autre avantage dans cette brique, c'est l'avantage environnemental. Oui. C'est un matériau de construction qui est propice à l'économie d'énergie, mais qui est aussi un matériau qui a un bilan carbone très positif puisqu'il se construit localement. C'est ça. Je ne suis pas un grand spécialiste de la mesure en CO2, mais la brique c'est à peu près 5 fois moins de CO2 que le parpaing, que le mur en parpaing, et un peu plus de 6, il faut diviser par 6 ou 7 la part du mur en béton. Donc on est dans une configuration très favorable. Si on parle aussi d'isolation thermique, la brique, c'est 2 fois, presque 3 fois plus protecteur par rapport à la chaleur que le béton. Ça veut dire que la brique, cette brique, elle absorbe la chaleur, elle la fait ressortir. Voilà, puis elle respire aussi. C'est aussi un des éléments importants, la Donc porosité, il fait moins chaud l'humidité. dans l'appartement. Voilà, je crois que les habitants, qui soient dans des CASSIM dont ils sont propriétaires ou dans les logements locatifs, souvent se rendent compte
en tout cas maintenant à comparer avec des bâtiments tout en béton, tout en parpaing, du confort de l'usage. Dans l'économie du coût de cette brique, il y a une grosse partie qui revient sur le territoire de Mayotte. Je veux dire par là qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre et que cette main-d'œuvre, elle n'est pas délocalisée. Exactement, et les retombées, c'était un des grands principes de ces matériaux locaux, en tout cas des démarches qui ont été faites. Si vous prenez un mur de 1 mètre carré en briques, il faut à peu près 5 heures de travail pour un maçon qui le fabrique en briques. Il faut à peu près 3 heures pour le fabriquer en parpaing. Et il faut 1 heure à peine pour le fabriquer en béton. Donc les retombées, c'est de 1 à 6, encore une fois, en faveur de la main-d'œuvre locale. Mais quand un parpaing, Vincent, il est fabriqué aussi ici. Oui. Donc c'est pareil. Mais il est plus gros, il a une autre forme, il a besoin de moins de finition aussi. Parce que là, un intérêt de la brique, c'est qu'elle peut être livrée non enduite. Donc on n'est pas obligé de, entre guillemets, cacher le mur que vous avez fabriqué en parpaing. Là, vous faites les joints. Alors le joint, c'est du temps, etc. C'est d'ailleurs quelque chose qui aujourd'hui fait sans doute est un frein. La main-d'œuvre, ça coûte cher, enfin, elle coûte de plus en plus cher. Et si vous parlez avec des entreprises locales, en général, vous direz mais c'est très long, ça prend beaucoup de temps, si on est très pressé. Or, quand on programme bien, quand on a un savoir-faire qu'il faut aujourd'hui améliorer sans doute. Il y a eu beaucoup de logements, comme je l'ai dit, qui ont été fabriqués en briques. Aujourd'hui, il s'agit de relancer aussi, à la fois avec un cycle de formation, d'accompagnement, la production et la pose. Il faudrait être plus efficace. Justement, on a une capacité de production de briques à Mayotte en ce moment d'environ combien de briques par mois, par an? Je ne sais pas quelle est l'unité. Aujourd'hui, la production est faible, ce qui fait d'ailleurs des prix qui sont assez aléatoires. Mais si on a une production qui est plus soutenue, on va dire de l'ordre du million de briques dans l'année, c'est très possible. Aujourd'hui, il y a 8 briqueteries qui ont créé une coopérative d'ailleurs, qui est une première prise de conscience qu'on a trouvée extrêmement intéressante, en tout cas qui doit être soutenue. Il y a à peu près 11 artisans possibles, et puis après, il y a des industriels, petits industriels ou industriels des grands groupes qui peuvent s'intéresser à la question. Aujourd'hui, très clairement, la production, elle est au moins d'1 million, 1,5 million de briques possibles dans l'année. Et s'il y a une commande, c'est ça la clé. Si la commande est là, justement, on peut aller au-delà. Les maîtres d'ouvrage, les gros constructeurs aujourd'hui, c'est évidemment le rectorat, on pense à lui en premier. Il y a aussi le logement avec la CIM. Il y a CBO Territoria qui construit aussi beaucoup. Est-ce que les cahiers des charges de ces maîtres d'ouvrage font la part belle à ce type de produit ou pas encore assez ? L'ouverture est faite. Il est très clair que dans les cahiers des charges maintenant, on a je dirais des lignes qui sont favorables à la brique de terre, aux matériaux locaux, aux filières locales. Mais peut-être pas encore assez. Et il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Mais on est déjà dans un grand progrès. On parlerait il y a 10-15 ans, ça serait oublié. Même parfois, on avait des cahiers des charges qui interdisaient la brique. Parce que c'était inconnu, qu'on n'en voulait pas. C'était rejeté. Et aujourd'hui, oui, il y a des cahiers des charges qui sont plutôt favorables dans les appels d'offres. Maintenant, il faut suivre aussi. Enfin, la commande doit être là. C'est une combinaison de l'ensemble. Enfin, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et artisan ou producteur, pardon, entreprise locale, il faut que ça travaille ensemble. Il faut savoir travailler avec le savoir-faire. Et inversement, parfois même le maître d'ouvrage, on parle souvent de former les artisans ou les entreprises, il faut aussi former un peu les architectes et les maîtres d'ouvrage à tout ça. Vous avez une formation qui est mise en place avec la Chambre des métiers, avec un brevet professionnel, un titre professionnel sur la brique. Ce brevet professionnel, il permet aux artisans de faire quoi? De fabriquer les briques ou de construire avec les briques, ou les deux? Ça, c'est un projet, oui. On a entamé un projet de formation et au terme de la formation, un titre professionnel. Ça a été envisagé effectivement avec la Chambre des métiers. C'est un travail qu'on a entamé il y a à peu près 1 an et qui est très intéressant parce que ça permet de répondre à ces questions. Oui, mais je veux construire en brique, avec qui, quelle référence, etc. Quand vous travaillez, quand vous rencontrez des personnels d'EDM chargés du suivi ou du soutien aux filières locales pour des raisons d'environnement ou de maîtrise de l'énergie,
Alors il dit, oui, mais quelles références ont les entreprises, quels professionnels on peut toucher, comment les former ou les adapter leur savoir-faire à. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a tout un système de référence à remonter. C'est-à-dire que derrière la règle professionnelle dont je suis venu parler, il y a aujourd'hui encore un énorme travail, peut-être encore une génération de travail pour aboutir je dirais, à structurer la filière. La filière Vous êtes complètement. venu avec 2 ouvrages Oui. que vous vouliez nous montrer. Mais il y a cette première étape qui était Si vous l'étape pouvez le mettre, intermédiaire, voilà, qui est la règle. Ça, c'est le latex, c'était le préalable. C'est en gros la partie expérimentale qui a été le préalable à la mise en place de la règle Et professionnelle. ça, on le trouve où? Ça, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou si vous contactez l'association Arter, qui est aujourd'hui le pilote de tout ça. Et puis on a fait récemment, on a réalisé un bouquin qui s'appelle Construire en terre mahoraise et qui lui réunit en images et en témoignages les savoir-faire de Mayotte avec à la fois du bâtiment mais aussi les personnes qui ont fabriqué, qui ont conçu, qui ont parfois produit. Il n'y a pas que des architectes ou des ingénieurs, il y a aussi monsieur Chazouli Alidi qui est producteur de briques ou qui a été producteur de briques et qui pense maintenant à transmettre son entreprise à ses enfants. C'est la génération qui est en train de passer avec ses 40 ans. Vincent Liétard, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Ça va vite, hein? On peut redoubler, passer un deuxième temps de parole tout de suite? Tout de suite, non, mais on peut imaginer la semaine prochaine, si vous voulez. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, et bien la suite de nos programmes.